Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette masterclass organisée par BPI France Université et dont l'objectif est de vous aider à mieux comprendre les attentes et les aspirations des nouvelles générations pendant les prochaines 45 minutes. BPI France Université, c'est quoi? C'est des formations en présentiel et en digital à destination des dirigeants de PME et ETI pour les aider à mieux développer et manager leur entreprise. Ça passe aussi par des formations de développement du dirigeant. Je m'appelle Fanny Bourdigal et je suis chef de projet à BPI France Université. Et j'ai le plaisir d'être aux côtés de Mathias Jean, fondateur du cabinet de recrutement Tarento, qui sera votre animateur pour les 45 prochaines minutes. Pour les personnes qui sont en ligne, je vous invite à poser vos questions sur le chat pendant la conférence et Mathias se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Mathias, je te laisse commencer. Eh bien, on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être ici pour casser un petit peu, briser la glace plutôt, pardon, pour parler plus français. J'ai préparé une petite slide avec 3 photos qui me définissent pour qu'on apprenne petit à petit à se connaître. La première, c'est non pas la Coupe du Monde 98, enfin c'est pas Zidane, pardon, mais c'est plutôt la Coupe du Monde 98. Parce que du coup, pour la petite info, j'étais pas né en 1998, ce qui vous permet de commencer à imaginer l'âge que je peux avoir. La deuxième petite vignette, c'est le logo de TikTok. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est une plateforme, c'est un réseau social qu'utilisent énormément les jeunes. Et pour la petite anecdote, là par exemple, moi je suis pas parisien, je viens de Lyon. Et quand je viens sur Paris, par exemple, quand je cherche un resto ou une activité à faire le soir, je vais regarder sur TikTok les plus grandes vidéos et je vais choisir comme ça mon resto et mon lieu. Et la troisième et dernière vignette, c'est le rappeur Jul. Alors bien qu'il m'arrive en fin de soirée de danser un petit peu sur du Jul, c'est qu'il a une chanson très connue qui s'appelle On m'appelle l'OVNI. Et l'objectif, moi, à la fin de ces 45 minutes, c'est que pour vous, la génération Z ne soit plus un OVNI. Si ça vous va, on est parti avec une présentation un petit peu plus sérieuse. Comme tu le disais, du coup, je suis fondateur d'un cabinet de conseil RH spécialiste des jeunes générations. Et j'ai créé aussi du coup une communauté qui s'appelle le Campus Club, qui est la communauté des chargés et responsables relations école, ceux qui font le pont entre les projets et notamment les besoins de stage et d'alternance des étudiants et les enjeux du coup côté entreprise. J'ai créé Tarento parce que justement j'en avais un peu marre du sujet et de la façon dont on peut traiter la question des attentes et des aspirations, notamment de la génération Z et de toutes les générations. Je vous ai mis du coup une petite diapo qui reprend un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la génération Z. Si on devait donner un temps, parce que vous posez la question de, au final, qui est cette génération Z, on prendrait la date de 1995. Moi, ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que j'aide les managers et les recruteurs à mieux fidéliser, à mieux manager, à mieux attirer leurs stagiaires alternants jeunes diplômés de 3-5 ans d'expérience. C'est de cette cible-là dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais essayer de vous donner des clés, notamment sur la question du management. Je préviens tout de suite, je ne suis pas un coach en management, parce que la réponse juste avant, c'est que j'ai 25 ans. Je viens de fêter mes 25 ans à l'été dernier. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner des conseils de management, parce que je pense qu'ici, dans cette pièce, il y a des managers qui managent depuis bien plus longtemps que moi. Par contre, moi, mon idée, c'est de vous donner des pistes, des sujets et des tips assez concrets pour vous permettre de réfléchir par rapport aux pratiques que vous travaillez déjà, la façon dont vous allez pouvoir changer le management que vous mettez en place aujourd'hui auprès de vos populations, stagiaires, alternants, jeunes diplômés, 3-5 ans d'expérience. Pour commencer sur la question des attentes et des priorités au travail de la génération Z, je vous ai repris du coup les 4 grandes dernières études qui sont sorties sur le sujet et j'ai essayé de vous prioriser un peu quelles étaient au final, apparemment, selon dit, les attentes et aspirations de la génération Z. Les aspirations et attentes de la génération Z selon ces études, c'est les suivantes. En 1, c'est la rémunération, on a envie de gagner beaucoup d'argent, ça je pense qu'on pouvait s'en douter. En 2, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. En 3, c'est l'ambiance. En 4, c'est le sens au travail. Et en 5, c'est la RSE. Et en fait, la problématique des générations, pour moi, elle commence ici. Parce que là, ici, dans cette pièce, enfin, j'allais dire dans cette salle, parce qu'on est beaucoup, qui n'a pas les mêmes attentes et les mêmes aspirations que ce que je viens de vous présenter? Je pense personne. On a peut-être des intensités qui diffèrent dans ces aspirations, mais globalement ici, tout le monde a les mêmes attentes et les mêmes aspirations. Je vais quand même m'arrêter sur les attentes et les aspirations. Je vais essayer de vous donner mon regard de génération Z de qu'est-ce que cette aspiration veut dire pour moi. Mais dans un deuxième temps, je vais vous présenter ce que j'appelle moi le mode de fonctionnement de la génération Z, qui pour moi donne des pistes beaucoup plus concrètes pour les managers, pour justement adapter leurs pratiques au quotidien, pour mieux manager et fidéliser cette génération-là. Si je reprends ces attentes et ces aspirations, je commence par le sujet de l'ambiance. Ce que j'ai envie de savoir quand je suis stagiaire alternant ou futur stagiaire alternant jeune diplômé, c'est quelle est l'ambiance au sein de l'entreprise. L'ambiance au sein de l'entreprise, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire l'environnement et ça veut dire les relations sociales. Et pour moi, les relations sociales, elles sont de 2 niveaux. La première, c'est la relation avec mon manager. Et la deuxième, c'est la relation avec les équipes, c'est-à-dire avec les autres personnes de l'entreprise. Et pour ça, moi, les questions que j'ai envie qu'on me parle, enfin des sujets desquels j'ai envie qu'on me parle pendant un entretien de recrutement ou pendant un entretien avec un manager, c'est est-ce qu'il y a une promo de stagiaire et d'alternant? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des rituels d'entreprise? Est-ce que vous partez au ski? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des barbecues le samedi? Tous ces éléments qui peuvent me permettre, moi, en tant que jeune génération ou génération Z, de pouvoir me projeter ou non dans l'entreprise.
Deuxième sujet, la question du sens. Pour moi, le sens en travail, il a deux aspects. Le premier aspect, c'est quel est l'impact que je vais avoir dans mon travail. Et le deuxième aspect, ça va être comment je me vois grandir. On oublie souvent le comment je me vois grandir, c'est-à-dire quelles sont les compétences que je vais développer en prenant cette entreprise. Voilà les sujets sur lesquels du coup vous pouvez être amené à discuter avec ces personnes de la génération Z dans une relation managériale, une relation de recruteur. Je vous ai mis une petite photo aussi, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs aujourd'hui, le télétravailleur. Est-ce qu'à main levée, est-ce que des personnes connaissent le télétravailleur sur YouTube, TikTok, Instagram? Vous êtes deux? Ok, 3, ok, trop bien. Les autres, je vous invite à les regarder parce que je trouve qu'il illustre bien la façon dont la génération Z peut rire aujourd'hui, un peu de ce qu'on appelle les bullshit jobs, où justement on ne retrouve pas un sens au travail. Donc c'est un créateur de contenu qui fait notamment des contenus pour Welcome to Jungle, donc vous le retrouvez sur YouTube ou sur Instagram. Troisième sujet, la rémunération. Bon là, en fait, on a envie de gagner beaucoup d'argent. Je pense que le sujet est assez clair et je n'ai pas besoin de vous le présenter. Par contre, peut-être ce qui a changé par rapport à avant sur cette question du rapport à l'argent, c'est que je pense que pour nous, génération Z, je pense que l'argent n'est plus un tabou. Pour la simple et bonne raison que là, si j'ouvre mon compte TikTok, par exemple, aujourd'hui, dans les 10 premières vidéos que je vais regarder, il y a une vidéo qui va me présenter justement un job. Et la façon dont on présente un job aujourd'hui sous un format de micro-trottoir, ce qui est un type de contenu en fait pour faire des vidéos aujourd'hui à la génération Z, on va me parler du salaire. C'est la première question qui va être posée. Je vous ai mis d'ailleurs un média qui s'appelle Totis Métier, que vous pouvez retrouver sur Instagram et qui vous montre la façon dont aujourd'hui la génération Z est acculturée sur les sujets de recrutement, de marque employeur. Et donc si aujourd'hui, nous, quand on ouvre notre compte TikTok, on nous parle de combien tu gagnes, la première chose qu'on va se demander quand on est en entretien de recrutement, c'est combien je vais gagner. C'est pas toujours facile en tant que recruteur, en tant que manager, de parler de la question de la rémunération. Souvent, on a du mal à mettre un chiffre. Nous, c'est quelque chose qui n'est pas forcément culturel pour nous. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est peut-être de décaler le sujet et de parler plus de mode de vie. C'est peut-être plus simple de dire, écoute, moi, pendant mon stage, j'ai pu me payer un voyage au Brésil. Écoute, le jour où j'ai eu mon premier CDI, je me suis acheté un vélo électrique. Là, on parle de mode de vie, mais on donne quand même des exemples qui sont concrets et qui permettent à la personne de se projeter dans un écosystème du coup avec une rémunération. Je parle pas trop vite, ça va, c'est bon? Parce que souvent, je parle très vite. N'hésitez pas, hein, sinon vous me faites comme ça, il n'y aura pas de problème, je me vexe pas. Mes potes d'ailleurs me chambrent parce que je suis la seule personne qu'on ne peut pas mettre en x1,5 sur un WhatsApp en vocal parce que sinon ils ne me comprennent plus. Donc du coup, je fais attention, j'essaye d'y travailler, mais c'est un processus assez long pour moi. Niveau timing, on est encore bon, c'est parfait. Quatrième et avant-dernier sujet, la RSE. La RSE, pour moi, c'est l'impact positif que j'ai envie d'avoir sur le monde. Et pour moi, c'est assez simple et je pense qu'on n'a pas besoin d'y parler pendant des heures, mais il y a deux éléments. Pour moi, il y a forcément la question du dérèglement climatique et donc toute cette partie forcément sur le dérèglement climatique, donc l'impact sur la planète et notamment sur l'environnement. Mais pour moi, ce qu'on oublie souvent aussi, c'est de parler du sujet de la diversité et de l'inclusion. Il y a beaucoup de personnes, et notamment des filles, par exemple à Centrale Supélec, qui est une école d'ingénieurs assez connue aujourd'hui en France, qui vont regarder le nombre de filles qu'il y a dans le COMEX de l'entreprise. Et ça va leur permettre de savoir si elles ont envie de s'y projeter ou pas de s'y projeter. Ce que j'avais envie de dire sur le sujet de la RSE, c'est que je pense qu'on a une génération qui a deux vitesses. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et il y a une partie de notre génération qui est hyper engagée et qui a envie justement de travailler sur ces questions-là. Et il y a une partie notamment de notre génération, je vous ai mis un petit article, alors on ne voit pas la source, mais c'est les Échos, vous pouvez en trouver d'autres, des articles qui montrent qu'il y a une partie de notre génération pour lesquels, du coup, le sujet de la RSE et notamment de l'environnement, etc., c'est peut-être pas le sujet numéro un. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré les 5 attentes et aspirations. Je vous ai montré un classement en vous disant que la numéro 1, c'était la rémunération, la numéro 2, c'était l'équilibre vie pro-vie perso. En tant que recruteur, en tant que manager, je trouve que ce qui est intéressant de retenir, c'est que les 5 attentes aspirations, globalement, animent en moyenne la personne qui est en face de vous. Mais dans tous les cas, il faudra toujours se poser la question de quelles sont les 3 valeurs ou les 3 attentes et aspirations qui incarnent... comment dire, pardon, il va falloir que je boive un petit coup d'eau. Les petites problématiques du direct. C'est bon, la gorge est moins sèche. Du coup, je disais, il y a 5 attentes et aspirations de la génération Z qui sont une moyenne. Ce qui est important en tant que recruteur, je pense, quand on est on veut attirer la génération Z ou dans un manager, quand on est dans un entretien de recrutement, c'est de comprendre quelles sont parmi ces 5 aspirations les 3 qui animent plus la personne qui est en face de vous. Tout le monde est différent. C'est un peu ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui. Par contre, là, vous avez les 5 attentes et aspirations sur lesquelles vous pouvez poser des questions. Et c'est là où vous allez pouvoir voir si c'est la RSE, qui est l'élément qui parle le plus à la personne qui est en face de vous, ou si c'est la rémunération. Et auquel cas, c'est sur cet élément-là qu'il faudra que vous racontiez des anecdotes et que vous puissiez incarner un discours pour pouvoir convaincre la personne de venir chez vous ou de rester chez vous. Je termine sur la question des attentes et aspirations avec le dernier sujet sur l'équilibre vie pro-vie perso. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi, pareil, assez clair pour tout le monde, si ce n'est que j'aime pas trop l'exemple d'équilibre vie pro-vie perso. Je pense que notre génération, elle a compris qu'en fait, l'équilibre n'existait pas, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la vie pro d'un côté et la vie perso de l'autre. C'était pas une balance, mais que, si au contraire, justement, c'est que c'est plutôt un mélange. Moi, j'aime bien le mot anglais, du coup, on n'en a pas en français, on dit pas mélange vie pro, vie perso. Personne l'utilise, je pense qu'on devrait plus en parler, parce que notre génération, elle a compris, voilà, que
Il y avait la vie pro et la vie perso, qu'à 19 h, on pouvait recevoir un texto, mais qu'en fait, ce qu'on avait envie, c'était de pouvoir organiser les deux comme on voulait. Et que les deux s'imbriquent bien, communiquent bien ensemble, et que donc, en fonction de ça, du coup, on puisse se sentir épanoui dans notre travail. L'exemple type pour incarner ça, je suis dans un entretien de recrutement et j'ai besoin justement de montrer en quoi on a un bon équilibre vie pro-vie perso dans notre entreprise à une jeune génération, à une génération Z notamment, un membre de la génération Z, à Mathias par exemple, personnalisant à moi. Par exemple, moi j'ai envie de savoir si le matin je vais en courant au travail, est-ce qu'il y a une douche quand je vais arriver pour pouvoir me doucher et pour pouvoir travailler correctement. Ça c'est un exemple type. Un deuxième, j'en ai un qui est assez parlant, c'est je fais un stage par exemple en finance, est-ce que je vais pouvoir garder ma copine ou mon copain? Ça c'est un exemple très concret desquels vous pouvez du coup raconter des anecdotes et qui peuvent permettre d'aller chercher ce sujet et cette attente autour de l'équilibre vie pro-vie perso. Je vois certains froncer des sourcils, il y a un temps de questions à la fin, n'hésitez pas à vous noter les questions, on les reprendra. L'objectif pour moi là c'est de passer à la deuxième partie qui est la partie nouveau rapport au monde, qui pour moi en fait est le mode de fonctionnement de la génération Z. J'ai défini le mode de fonctionnement de la génération Z en 3 nouveaux rapports au monde. Pour moi la génération Z elle a un nouveau rapport au temps, elle a un nouveau rapport à l'espace et elle a un nouveau rapport à la connaissance. Et là, vous devez vous dire, mais Mathias, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Et ils l'ont trouvé où, ce Gen Z là, un peu allumé, BPI France? Promis, je m'explique tout de suite. Premier sujet, je l'adore, parce que ma génération a toujours été un peu décrite comme la génération tout de suite. Dès que je posais une question à mes parents, il fallait qu'ils répondent tout de suite, sinon je m'énervais et je devenais colérique, etc. Il y a des études du CNRS qui ont montré qu'en fait la génération Z a besoin d'instantané. C'est plus une envie, c'est un besoin. On va rechercher de la réactivité parce que ça nous apporte une récompense biologique. Il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Houdet, qui travaille au CNRS, qui l'a montré, et qui a montré que les écrans avaient transformé notre cerveau et avaient fait qu'on avait aujourd'hui un rapport au temps qui était transformé, un temps de concentration qui était beaucoup plus faible. Bien évidemment, le téléphone portable est arrivé dans nos vies à tous ici. Donc ce que je vous raconte sur la génération Z, c'est un sujet qui est en train de transformer de manière générale toutes les générations. C'est juste que nous, on est nés avec les écrans pendant la phase d'adolescence dans laquelle je pense on a construit notre cerveau et qui fait que c'est un élément qui est peut-être un petit peu plus poussé chez nous qu'auprès des autres générations. Vous avez un exemple très clair qui montre justement que la génération Z attend de la réactivité, notamment dans le processus de recrutement. C'est une startup qui s'appelle Bonanza, qui fait du recrutement sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok, et qui a calculé la statistique suivante. 80% des jeunes candidats, donc des candidats de la génération Z, pour lesquels le recruteur répond en moins de 6 jours, ils sont 80% à donner suite à ce processus de recrutement. Après 6 jours, ça passe à 30%. C'est un exemple très clair de la génération Z attend de la réactivité dans son processus de recrutement. Mais qu'est-ce que ce nouveau rapport au temps peut vouloir dire pour le manager? Pour moi, il veut dire plein de choses. La première chose, et là je fais un petit coucou à ma maman qui, je sais même pas si elle me regarde peut-être sur le live, ce serait drôle. Coucou maman si tu me regardes sur le live, qui est prof. Elle est prof de physique, mes 2 parents sont profs. Donc c'est marrant parce que cette génération Z, ils l'ont vu arriver en fait sur les bancs de l'école et ils la travaillent depuis des années. Et moi, je réutilise plein de concepts qu'ils ont mis en place justement en tant que prof, qui peuvent aujourd'hui s'appliquer du coup au monde de l'entreprise et au management. Pour moi, la génération Z, on n'est plus en capacité d'être autonome. Et quand je dis ça, tout le monde me regarde avec des grands yeux en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je pense que le nouveau rapport au temps et cette problématique du temps de concentration fait qu'aujourd'hui, on ne cherche pas de l'autonomie dans notre travail, mais de la liberté. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller à un point A à un point B comme je le veux, mais j'ai pas envie d'y aller tout seul. Pour la simple et bonne raison, et ça c'est mon avis, c'est que je suis plus capable d'y aller tout seul. J'arrive plus à me concentrer sur des projets longs. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin et on revient sur des managements qui sont parfois un petit peu plus pushy au niveau du suivi, comme ma mère l'a fait du coup quand elle était prof et elle était hyper pushy derrière ses élèves, a toujours été là pour les pousser comme elle m'a poussé moi pour qu'on arrive à nos objectifs. On a envie d'y aller comme on veut, mais on a besoin de quelqu'un pour nous aider à tenir sur le chemin. Et donc là-dessus, dans le management, vous retrouvez plein de cas d'usage possibles. Le premier sujet, moi ce que je voulais dire, c'est qu'on n'arrive plus en fait à être autonome, on n'arrive plus à inhiber. On a un peu cette génération notification qui, au final, ne choisissait plus rien parce qu'en fait, c'était les notifications qui nous envoyaient directement le contenu qu'on devait regarder. Donc le rôle du manager, pour moi, c'est un manager qui va accompagner la génération Z et qui va l'aider à inhiber. Pour là, j'ai un exemple très simple. Vous utilisez peut-être une plateforme qui s'appelle Slack, qui est une messagerie instantanée entre les équipes, par exemple. Je suis manager de la génération Z, j'ai un sujet là que j'ai envie de me sortir de la tête. Il faut que je lui en parle absolument, mais ce n'est pas urgent. Ça peut attendre demain ou après-demain. Mais la simplicité, c'est quoi? C'est d'envoyer un petit message et la Gen Z va recevoir la notification. Et ce qui va se passer de ce que je vous disais avant, elle a eu l'habitude du coup d'avoir des notifications tout le temps. Donc elle ne va pas réussir à inhiber et elle va regarder la tâche tout de suite. Ce que je peux faire en tant que manager, c'est soit noter sur un petit papier et le dire à la réunion d'après, soit, et maintenant vous pouvez programmer dans les messageries instantanées, que le message s'envoie demain à 9 h. Comme ça, vous n'avez plus la charge mentale. Et eux, ils n'ont pas la charge mentale non plus. Pour moi, ça, c'est un exemple très clair de la génération Z qui a du mal à inhiber. Ensuite, si on écoute ce que je disais sur le nouveau rapport au temps, on se dit, je suis un bon manager si je réponds tout de suite. C'est un peu ça le sujet du coup.
Il m'a dit le bon manager, c'est celui qui répond tout de suite, parce qu'il répond à ce besoin biologique de la génération Z d'avoir une réponse tout de suite. Et ben pour moi, le vrai sujet, c'est de se dire, si j'arrive à montrer où est l'information, est-ce que ce n'est pas une réponse à ce besoin d'instantanéité? Et pour ça, l'intelligence artificielle pourrait potentiellement nous aider. Donc c'est une piste pour le manager de demain, de pouvoir avoir un chatbot avec tous les documents internes de l'entreprise, dans lequel n'importe quel stagiaire alternant, jeune diplômé qui arrive, peut aller rechercher une information et avoir la réponse tout de suite. Parce que moi, je suis en réunion, je ne peux pas répondre. Parce que je suis à un autre endroit, je ne peux pas répondre. Donc oui, le manager qui répond tout de suite, pour moi, c'est la bonne réponse et c'est le bon manager. Mais la façon de le faire, je vous donne une piste assez concrète pour le faire autrement. Ensuite, on a une génération qui a du mal à se projeter sur des projets longs de carrière. C'est ce que je vous disais. On parle plutôt de projet versus carrière. Et donc là, le dernier sujet, bon là, c'est un sujet qui est un peu taquin, entre guillemets. Mais moi, la question ouverte que je pose, c'est que si on a un nouveau rapport à la génération Z, si la génération Z a un nouveau rapport au temps, qu'on ne peut pas forcément toujours satisfaire en tant qu'entreprise, on ne peut pas faire des micro-promotions, on ne peut pas tout le temps te montrer un impact direct sur ton travail. Donc potentiellement, c'est des sujets de frustration et donc potentiellement de démission. Et donc moi, ce que je dis aux entreprises, c'est que potentiellement, ce nouveau rapport au temps et ces potentielles démissions et la génération Z qui veut aller voir ailleurs, c'est des choses contre lesquelles peut-être parfois on ne peut pas se battre. Et qu'en travaillant bien les départs, vous pourrez soigner les arrivées, enfin les retours plutôt. Et donc ça, c'est le concept de salarié boomerang que vous connaissez. Moi, j'y crois énormément avec cette génération Z. C'est en train de se développer dans toutes les générations. Mais j'y crois énormément pour ma génération. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile en tant que manager de voir partir une personne. Mais je pense qu'en soignant encore une fois mieux le départ, vous facilitez les nouvelles arrivées. On continue. On est toujours bon en termes de timing. Nouveau rapport à l'espace. Donc pour rappel, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est ce que moi j'ai théorisé comme le mode de fonctionnement de la génération Z. Je vous ai présenté un nouveau rapport au temps. Et là, je vous présente un nouveau rapport à l'espace. Je suis né du coup en 1999. Très belle année, très grand cru d'ailleurs, pour les Bordeaux. C'est une petite aparté. J'ai du mal à rester sérieux après. En fait, je ne sais pas si je fais de la conférence ou du one-man show. Il faudrait peut-être que je me pose les questions. Je pense que j'ai un peu les deux. Je pense que j'ai peut-être changé de carrière. Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours vécu dans un monde hybride. Pour moi, le présentiel uniquement ou le digital uniquement n'existe pas. Je suis né à l'époque, et je vous ai mis les stats. Premier ordinateur en 1984, Google est arrivé en 98 et Facebook est arrivé en 2004. Donc je suis né dans un écosystème digital avec des réseaux sociaux dans lequel, pour moi, et c'est ce que je voulais que je vous retienne, c'est ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que ce monde hybride, pour moi, le digital est au service du présentiel. Combien ici, à main levée, ont vu le documentaire de Inoxtag Kaizen? Oh, pas mal. Ok. Vous me poserez la question de ce que j'en ai pensé dans les questions, parce que j'ai pas le temps, mais on y reviendra. Pour moi, Kaizen, c'est un bon exemple en fait, de ce digital qui est au service du physique. En 6 jours, il fait 27 millions de vues avec son documentaire sur YouTube. Vous dites c'est incroyable en termes de nombre de personnes qui ont été touchées et qui ont vécu une expérience quand même de 2h30 en distanciel. On en parlera. 2h30 en distanciel, quand même relativement qualitative. Et d'un autre côté, il a réussi à amener 300 000 personnes en présentiel dans des cinémas. Et 300 000, pas plus, parce qu'il n'y avait pas plus de place. Et donc pour moi, ça c'est un bon exemple qui montre que notre génération, elle vit dans un monde hybride. D'un côté, il y a le digital, d'un côté, il y a le présentiel. Et pour moi, la porte d'entrée entre les deux, c'est le téléphone portable. Et donc mon sujet, c'est de me dire comment, en tant que dirigeant, recruteur, manager, j'intègre ce téléphone portable comme un moyen justement de créer une relation totale avec la génération Z. C'est-à-dire que je vais avoir du présentiel dans mon travail, c'est une partie. Et ce que je vous dis, c'est que la génération Z, elle existe aussi dans cet environnement digital, et elle attend cet environnement digital, et c'est quelque chose du coup que vous devez potentiellement aujourd'hui lui donner. J'ai eu un exemple de stat dans le recrutement, 81%, c'est une stat d'Hello Work, si je ne dis pas de bêtises. Ah, ça c'est pas très bien sur le diapo, il faudrait que je change. 80% des jeunes talents de la génération Z utilisent le téléphone portable au moins une fois dans le processus de recrutement. Bah là, de manière très simple, du coup, si je suis recruteur et que mon site, par exemple, carrière ou mon expérience candidat, elle n'est pas bien sur téléphone, vous vous en doutez que ça devient un petit peu plus compliqué du coup de recruter la génération Z. Pour le manager, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, les réseaux sociaux, qui en fait ça, ce nouveau rapport au monde et ce digital, pour moi, c'est les réseaux sociaux, ont amené le fait qu'on ait eu l'habitude de se créer des expériences en distanciel qui sont hyper qualitatives. Donc le sujet taquin, c'est un peu, du coup, si on me propose de faire des visios en présentiel dans un bureau, quel est mon intérêt à venir? Je préfère les faire en slip dans ma chambre, entre guillemets, ça va me donner le même plaisir. Donc comment on réinvente l'expérience en présentiel dans les bureaux pour donner envie à la génération Z du coup de venir? Ça, c'est un sujet. Ensuite, pour moi, les réseaux sociaux, et notamment en fait l'expérience utilisateur qu'on a pu avoir via le digital, c'était aussi de pouvoir amener énormément de personnalisation. Depuis que je suis tout petit, je peux personnaliser mes chaussures, je peux personnaliser mon écran de téléphone portable. J'ai toujours vécu dans un monde qui est hyper personnalisé, et ça c'est peut-être quelque chose que j'attends aussi vis-à-vis du coup de mon entreprise et vis-à-vis de mon manager.
L'autre sujet, et ça je pense que c'était assez clair et j'y reste pas énormément longtemps, c'est le sujet de la digitalisation. Si j'arrive aujourd'hui en fait dans une entreprise où le téléphone portable n'est pas utilisé, on continue à me bombarder de mails alors qu'on pourrait utiliser des messageries instantanées ou qu'on pourrait me faire des SMS, bah, c'est juste que ça ne répond pas en fait à mon mode de fonctionnement. Encore une fois, là je vous parle, et le sujet aujourd'hui c'était d'être justement un peu à côté de cette question des attentes et des aspirations, mais de vous dire quel est le mode de fonctionnement de la génération Z. Quels sont les usages auxquels on a été habitué depuis qu'on est tout petit qui font qu'aujourd'hui notre relation avec le manager elle est transformée. Deuxième sujet, la cohésion. Ça je l'aime bien aussi parce que en plus c'est d'actualité quand je viens à Paris. Tout le monde est sur son téléphone portable, notamment la génération Z dans le métro. Wow, et tu te dis, wow, quelle génération d'asociaux, c'est pas possible. Et en fait, derrière ces téléphones portables, pour moi, c'est des communautés. Alors certes, elles sont virtuelles, mais tous ces réseaux sociaux, c'est aussi des connexions, c'est une communauté. Et je pense que ça, on ne peut pas l'enlever à la génération Z, c'est une génération qui est très communautaire. Et c'est ce qu'elle va attendre aussi de son entreprise. Et pour moi, le meilleur exemple, du coup, et le meilleur cas qu'on peut prendre, c'est l'onboarding, sur lequel on va être souvent amené à avoir des présentations, des slides pendant toute une journée, alors qu'en fait, je pense que ce qu'on attend, c'est d'avoir une création de sentiment d'appartenance avec l'entreprise dans laquelle on arrive. On a envie de discuter avec des personnes, on a envie de s'intégrer en fait dans cette communauté que représente au final la communauté d'individus de l'entreprise. Troisième et dernier sujet, repenser les prises de décision. Les réseaux sociaux, pour moi, ont amené le fait que tout le monde peut dire en fait tout ce qu'il a envie à tout moment sur toutes les choses. Ce qui n'est pas forcément parfois une bonne chose, parce qu'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux qui ont en vrai, on aurait pu s'en passer. C'était pas, voilà. Et donc, si depuis tout petit, on a eu l'habitude en fait de pouvoir commenter une vidéo TikTok, commenter un post Twitter, etc., et donner notre avis sur tout, bah, je pense qu'il y a un rapport à l'autorité aussi qui a été transformé là-dessus. Et ça, je pense que c'est quelque chose forcément dans lequel on rentre en conflit dans notre relation managériale avec une génération Z qui a peut-être un rapport à l'autorité qui est transformé. Et donc je pense que ça amène quand même la question de se poser, ça amène à se poser la question, de comment je repense mon système de prise de décision. Donc d'être beaucoup plus participatif et d'essayer justement de donner un petit peu plus de pouvoir de décision à cette nouvelle génération. Là-dessus, j'ai un bon exemple aussi, c'est l'exemple de Claude Onesta que vous connaissez peut-être sur le handball. Et je vous invite à vous renseigner sur le sujet, mais c'est hyper intéressant. Il y a des nouvelles générations qui sont arrivées en fait dans l'écosystème handball, notamment féminin du coup en équipe de France. Et Claude Onesta explique très bien qu'il a complètement dû réinventer son système de management. Et vous le voyez très bien d'ailleurs sur les derniers JO, à la pause. Souvent dans le sport, vous voyez, c'est le manager et c'est le coach qui donne les instructions. Il n'y a que lui qui parle pendant la pause. Bah, si vous regardez bien, du coup, chez les filles, c'est les filles qui parlent. Et Claude Onesta a une voix. Il a la possibilité de parler une fois pendant le temps mort. Mais ce n'est pas lui qui parle pendant tout le temps mort. Bah, ça, c'est un bon exemple de la réinvention de la prise de décision. Et je pense que si Claude Onesta l'a fait, c'est que ça peut donner des idées et des bonnes idées à une bonne partie des managers. Troisième et dernier nouveau rapport au monde de la génération Z, un nouveau rapport à la connaissance. Celui-là aussi, pareil, je l'adore. J'ai une petite scénette, je suis un peu comédien. J'ai une petite scénette pour l'illustrer. La scénette, c'est quand j'étais tout petit. Dis, maman, quand est-ce que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Réponse de ma mère. Dis, papa, quand est-ce que Napoléon, c'était quand la bataille de Waterloo? Réponse de mon père. Tout de suite, ce que j'allais faire, tac, 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 c'est que j'allais regarder sur Google et j'allais vérifier l'information. Et ça, peut-être que, je sais plus ce que c'est la musique. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, c'est ça la référence musicale. Pour moi, ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant et hyper transformant dans le comportement aujourd'hui de la génération Z. Pour moi, la génération Z, elle pense que la connaissance est accessible en un clic. On est un peu la génération tuto YouTube. On devait changer, ça m'est arrivé récemment, changer le lavabo dans une salle de bain. Bah, j'ai pris un tuto YouTube, j'en ai eu pour 6 heures. C'est vrai que si j'avais demandé à mon père, peut-être ça aurait pris une demi-heure. La prochaine fois, je pense que je ferais autrement. Le paradoxe autour de la génération Z, pour moi, sur le nouveau rapport à la connaissance, c'est que je pense que la génération Z pense que la compétence est accessible en un clic. Et pour moi, la compétence, c'est une somme d'expérience et de connaissances, et qui fait qu'elle pense que justement, elle peut reproduire dans toutes les situations ce que sait faire le manager parce qu'il l'a déjà fait 10 fois, les différents éléments. Et donc ça, pour moi, ça amène forcément une réinvention de la relation managériale et de la position que je prends aussi en tant que manager vis-à-vis de cette nouvelle génération. Avant justement de rebondir sur ce sujet-là, une petite aparté, une petite slide. Souvent, je ne la mets pas, c'est pour ça que là, du coup, elle est arrivée. Mais je vous ai dit que quand j'étais petit, je regardais sur Google. Mais aujourd'hui, je vous en ai parlé tout à l'heure, la génération Z, ils sont plus de 40% à utiliser TikTok plutôt que Google pour trouver une information. Trouver une information, c'est comment changer la couche de mon bébé, c'est qu'est-ce que je vais faire ce soir, c'est-à-dire trouver un restaurant sur Paris, trouver une activité à faire. Ça, c'est un autre élément qui est transformant, qui pour moi, au-delà du nouveau rapport à l'information, qui est derrière ce nouveau rapport à la connaissance, c'est la façon de s'informer. Et c'est la place de la vidéo dans nos vies et dans la façon d'interagir avec cette nouvelle génération. Pour moi, en fait, TikTok, c'est une révolution en termes d'usage, notamment sur le nombre de personnes qui peuvent être touchées. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait derrière le sujet de TikTok, c'est quoi les types de vidéos qui sont faits aujourd'hui sur TikTok. C'est des vidéos très courtes, sur un format vertical. Et ça, c'est un mode de communication qu'en tant que dirigeant, recruteur ou manager, on peut aujourd'hui avoir du mal à intégrer et qui pour moi est fondamental à intégrer pour attirer les nouvelles générations.
Je vous invite à aller regarder le compte TikTok de la Marine nationale, de mes copains de chez Uni, que je cite et que j'adore, qui justement travaillent avec la Marine nationale sur le compte TikTok. Et vous pouvez voir les performances que fait la Marine nationale sur TikTok auprès de cette génération Z. C'est juste incroyable. Et la façon dont le contenu est tourné, c'est hyper intéressant. Je vous invite à aller regarder cette petite curiosité. Merci beaucoup. Petite pause à chaque fois. Mais on a bientôt fini. Il nous reste encore un peu de temps. C'est cool. 5 minutes du coup, c'est ça? C'est bon? Allez, parfait. Je termine. J'ai quand même plein de choses à dire. Je pourrais en parler pendant 10 heures. Vous me poserez des questions, c'est là. Je vais vous parler du coup du nouveau rapport à la connaissance et du nouveau rapport à la connaissance. Ça, je passe assez rapidement. Ensuite, on entend souvent le manager coach. Et là, moi, j'ai envie de vous donner un peu ma définition du manager coach, parce que je trouve que c'est un peu la facilité. On dit tout le monde, ouais, mais les managers, il faut que ce soit des managers coach. Qu'est-ce que pour moi, ça veut dire un manager coach avec des exemples concrets? Je vais reprendre l'exemple de ma mère. Ma mère, elle est prof. 2 profs ont le même pouvoir sur 2 classes, ont le même pouvoir sur une classe. Par contre, ils n'ont pas forcément la même autorité. L'autorité, ça se gagne. Le pouvoir, ça se prend. Comment aujourd'hui je fais pour aller chercher cette autorité, gagner en autorité auprès de mes alternants, stagiaires ou jeunes diplômés? Pour moi, la réponse, elle se trouve en deux mots. Le deuxième est très galvaudé. Le premier, c'est la justice, pour moi. Il faut être juste et il faut être bienveillant. Bienveillant, c'est galvaudé. Juste et bienveillant, qu'est-ce que ça veut dire si on reprend un exemple? Encore une fois, ma mère, elle dit donc décidément, il va falloir que je donne des royalties, parce que là, je la cite beaucoup. Elle est prof de physique-chimie en terminale. En physique-chimie en terminale, vous savez, où il y a des TP et il y a des examens classiques. Pardon. Bah, ma mère, ce qu'elle fait en fait sur les TP, c'est qu'elle les ramasse tous et qu'à la fin, elle garde que les 2 meilleures notes. C'est à la fois une règle qui est juste et qui est bienveillante. C'est juste parce que c'est juste pour tout le monde a la même règle, et c'est bienveillant parce que si jamais un jour tu ne retrouves pas ton TP, ou si c'était pas dans ton bon jour, tu avais eu un problème à l'école, ta copine t'avait quitté malheureusement, ça peut arriver, et donc du coup tu n'as pas fait un bon TP de physique, et ben cette note elle sera enlevée. Dans le monde de l'entreprise, on retrouve un autre exemple dans la relation managériale avec les OKR, objectifs qui résultent. Je ne sais pas s'il y en a comme ça, les OKR, ça parle ou pas à main levée? Ok, moi je réexplique. En gros, c'est des objectifs que vous pouvez fixer du coup avec, ça se fixe au niveau de toute l'entreprise. Généralement, c'est fixé au niveau d'un département. C'est des objectifs et des key results. Donc vous avez généralement 5 objectifs et 5 key results. Et tous ces objectifs-là doivent être chiffrés et mesurables. Je trouve que l'exemple des key results, c'est une bonne pratique qui est juste et qui est bienveillante. Parce que souvent, les OKR, donc ces objectifs qui résultent, on les fait avec la personne, donc avec notre stagiaire, avec notre alternant ou avec notre jeune diplômé. En tant que tuteur, on le fait avec son apprenant. Donc l'apprenant fixe les différents objectifs avec moi. Donc du coup, c'est juste parce que du coup, à la fin, voilà. Et c'est objectif parce que c'est mesurable. Donc voilà un exemple assez concret de comment, en tant que manager, je peux gagner en autorité et illustrer un petit peu plus ce mot galvaudé qu'on peut avoir autour du manager coach. Je termine avec le dernier sujet sur la prévention des ruptures. Je pense que ce qu'on ne dit pas assez souvent avec nous, notre génération, c'est qu'il y a quand même plein de mauvais côtés, et je pense que c'est ce que vous retiendrez, en tout cas je l'espère, de cette conférence, c'est que la génération Z, c'est une somme de paradoxes, mais toutes les générations en fait sont une somme de paradoxes, c'est ça qui est beau. Je pense que le sujet, c'est pas de trouver une seule réponse, c'est d'essayer de se dire, notamment avec l'exemple du mode de fonctionnement, comment on peut s'adapter à ce mode de fonctionnement de la génération Z et comment on pourra s'adapter au mode de fonctionnement de la génération alpha qui arrive, parce que pour moi c'est un processus continu, on va devoir réinventer à chaque fois nos pratiques, et c'est peut-être ça qui est beau au final, parce que sinon on s'ennuierait. Pour moi, il y a un sujet autour de la prévention des ruptures et de la communication. On est une génération qui a eu l'habitude, promis je ne l'ai pas fait, de virer sa copine par SMS. On a eu une génération qui a eu l'habitude, et qui a toujours l'habitude parfois, d'envoyer un texto à 9h moins le quart, quand son alternance commence à 9h, pour dire désolé, finalement je ne viendrai pas. Et en fait, je pense que ça, c'est lié notamment à l'écosystème digital dans lequel on est né, qui fait qu'on peut avoir notamment sur, je pense, les relations sociales, et notamment les relations en présentiel, certaines appréhensions, et peut-être parfois certaines problématiques. Et donc pour moi, je pense que le manager aujourd'hui, manager de cette génération Z, il doit être encore plus proactif dans la relation. Je pense qu'il faut aller encore plus tirer les verres du nez, c'est bizarre de dire ça comme ça, poser les questions qui fâchent, parce que cette génération, peut-être qu'elle ne dira pas forcément, si on lui pose la question moins directement, les éléments sur lesquels elle ne se sent pas bien forcément. Pour conclure, parce que je vois que le temps file, mais on sera pile bon en termes de timing, ce que j'ai envie que vous reteniez de cette conférence, c'est que la génération Z, c'est plein de paradoxes, et que la vraie question à se poser quand on a envie de savoir comment mieux manager, fidéliser, attirer une jeune génération, c'est de se poser la question de comment elle fonctionne. Depuis que je suis tout petit, voici l'expérience client qu'on m'a proposée sur une application qui s'appelle Uber Eats pour commander à manger ou commander un taxi. Sur Uber Eats, quand je commande, qu'est-ce que j'ai comme information? La personne qui va me livrer, ça me remet un détail de ma commande, et ça me dit dans combien de temps je vais être livré. Ce que j'aime bien dire aux recruteurs avec cet exemple-là, c'est est-ce que si vous proposez une expérience candidat comme celle-ci, vous allez avoir plus ou moins de chances de recruter la génération Z?
ce que dit un grand philosophe de ma génération. Je pense que la question est vite répondue et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathias. Donc c'est maintenant le temps des questions-réponses. Donc on en a déjà en ligne, mais je vais vous donner la priorité. Est-ce que quelqu'un a une question? Je vous demande de lever la main, si vous en avez. Non? Vous m'entendez? Oui? Bon, je vais te poser une première question alors qui a été posée en ligne. Ah. Bonjour. Est-ce que vous avez une réponse qu'aujourd'hui, les alternants, ils ont du mal à trouver une entreprise alors qu'ils postulent beaucoup de CV et sur LinkedIn notamment si vous avez une réponse à ceci. Très bonne question. En effet, je pense que la question, elle sort du sujet de la génération Z, mais elle est hyper intéressante. Donc je veux bien la traiter parce que justement, je disais que je travaillais pas mal sur la question de la relation école. Moi, je pense que l'alternance a été beaucoup développée cette année et c'est bien pour plein de raisons. Il y a d'ailleurs une étude de l'APEC qui vous montre en fait que c'est un super levier pour notamment la diversité et l'inclusion. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui ne seraient pas allés jusqu'en bac+3 par exemple s'il n'y avait pas eu l'alternance ou qui ne seraient pas allés dans tel ou tel type d'école. Et donc pour répondre à ta question, moi je pense que l'alternance en fait, notamment avec la réforme de l'apprentissage il y a 3 ans, est devenue un marché sur lequel des personnes se sont mis pour faire du business. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'écoles malheureusement qui proposent des opportunités en alternance sur des métiers sur lesquels les entreprises n'ont pas forcément besoin. Et je te regarde parce que du coup je sais que c'est un sujet, Karine, que tu travailles à Audencia, qui n'ont pas forcément de besoin côté entreprise de l'autre côté. Donc en fait, tu as des propositions d'alternance avec des écoles qui te disent bah nous en fait on va te trouver une entreprise derrière, mais en fait sur ces métiers-là, sur certains métiers, en fait il n'y a pas une demande d'entreprise qui est suffisamment forte. Donc sur certains métiers, tu as trop de talent versus le nombre de besoins d'entreprise. Mais si tu vas sur d'autres sujets, tu vois typiquement la cybersécurité, enfin je sais pas dans quel domaine peut-être tu cherches ou je sais pas si c'est un collègue à toi, mais tu vas sur des domaines par exemple comme la cybersécurité ou d'autres, par exemple aujourd'hui tu as une vraie manque de besoins, bah là les ingénieurs par exemple n'ont pas de mal à trouver des alternances. Donc je pense tu vois c'est d'essayer de trouver la spécialisation toi sur lequel aujourd'hui il y a un gros besoin. Tu vois, moi je pense par exemple au business, tu vois, sur la partie commerciale, il y a énormément de besoins aujourd'hui. Il y en a peut-être un peu moins sur le marketing et la com par exemple. Tu vois, c'est un exemple assez concret. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Je vais embrayer sur une question qui était en ligne. Oula, il y en a beaucoup qui sont arrivés entre-temps. Quels sont vos tips pour un bon processus d'onboarding de la génération Z? Arrêter les slides. Passer d'un mode de présentation à un mode d'interaction. Moi, c'est ce que j'aime bien dire. On est dans un monde de présentation depuis longtemps, on apporte des slides et on montre des éléments pendant des heures et des heures. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez 1 heure, que vous allez avoir 10 minutes de temps d'attention avec la génération Z, bah, faites les slides, vous aurez 10 minutes d'attention. Rentrez dans un système de discussion, d'interaction, vous allez avoir 2 fois moins de temps de parole, donc vous aurez 30 minutes, mais sur les 30 minutes, peut-être que la génération Z va retenir 20 minutes, bah, vous aurez gagné 10 minutes. Donc arrêtez les slides et posez des questions, et ensuite faites des moments de cohésion. Donc pour moi, c'est ça un bon processus d'intégration. Et je termine avec là je suis vraiment sur le premier jour, donc vraiment sur l'exemple du premier jour, que l'onboarding commence avant l'arrivée de la personne. Ça, c'est un point qui est hyper important. Envoyez un petit WhatsApp 10 jours avant pour lui dire ah, on est trop content de te recevoir, etc. Ça marche super bien. Et après, sur l'intégration, c'est un processus qui pour moi est long. En fait, il ne faut pas vouloir tout dire très vite. Il faut se dire que c'est un processus de toute façon et ça a toujours marché comme ça qui est long. Et donc cette première journée, pour moi, ça doit être une journée de cohésion. Et ensuite, toute l'information que vous voulez dispenser, vous devez la répartir sur le long terme. Et je pense avec des petits blocs. Encore une fois, temps de concentration, nouveau rapport au temps, des blocs beaucoup plus courts. Micro-sceller les tâches et micro-sceller les apprentissages. Merci. Une question qui, je pense, va te plaire. Et du coup, qu'avez-vous pensé de Kaizen? Ah, du fameux documentaire. Moi, je l'ai regardé avec mes parents. C'était un moment, moi, j'ai trouvé poétique. Parce qu'en fait, c'est vraiment 2 générations qui se retrouvent dans ce documentaire. Pour moi, ce documentaire Kaizen, c'est le paradoxe de la génération Z exprimé de manière magnifique. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça théâtral et sublime. Et je pense que justement, il faut le regarder justement entre générations. Parce que pour nous, en fait, c'est des codes, c'est quelque chose qui est logique, qui est inné. Vous avez des passages où des fois vous vous dites, mes parents m'ont dit, mais pourquoi il raconte ça? Enfin, genre, il met 5 jours à raconter sa maladie alors qu'il aurait pu le dire en 2 secondes. Je vois pas ce que ça apporte. Bah si, en fait, c'est ça les codes aujourd'hui, notamment de la communication auprès de cette génération. Oui, c'est paradoxal parce qu'en effet, c'est un créateur de contenu qui vit de ça, qui parle justement de la problématique de l'exposition aux écrans. Bah, je pense que c'est un vrai sujet. La génération Z, on est un peu enfermé par les écrans et parfois on a besoin d'aide. Je vous parlais de l'inhibition tout à l'heure. Ma mère, elle me répète ça depuis qu'elle est tout petit. Et on a mis en place, notamment, promis, je l'ai fait tout seul, c'est bon, j'ai plus besoin de ma maman maintenant. Mais en vrai, j'ai mis, moi par exemple, une limite à 45 minutes sur mes réseaux sociaux, sur mon téléphone portable. Après, c'est ma mère qui a le code et je peux plus regarder du coup les réseaux sociaux après 45 minutes par jour. Bah, ça, c'est un exemple concret d'inhibition et d'une problématique pour moi qui est inhérente à la génération Z dans laquelle on est un peu enfermé et parfois on cherche potentiellement de l'aide. Autre question. Encore une autre question. Donc, comment faire cohabiter les attentes des différentes générations, car instaurer des actions pour combler leurs attentes pourrait contraindre les autres générations à ne pas vouloir fonctionner avec? Donc, comment est-ce que tu mixes les attentes des nouvelles générations avec celles des anciennes? Ouais, c'est un super sujet. Bah, en fait, souvent, on me pose la question, on me dit Mathias, c'est super ce que tu fais sur la génération Z, mais pourquoi la génération Z, elle n'a pas le même discours pour les autres générations?
Je fais bah oui, mais c'est pas mon travail. Moi, je suis de la génération Z. Moi, je vous fais une présentation du coup de la génération Z. Mais je pense que la réponse à ça, c'est que, en effet, la génération Z, quand elle arrive en entreprise, qu'elle ait des temps un petit peu plus clairs, justement, qui lui présentent le mode de fonctionnement, comme je vous l'ai présenté sur la génération Z aujourd'hui, le mode de fonctionnement de la génération Y et de la génération X. Et je pense que ça pourra amener une réponse. Je suis pas un grand spécialiste de l'intergénérationnel. Moi, je me concentre vraiment sur le sujet de la génération Z. Je sais que c'est un vrai sujet et un vrai métier. Donc là-dessus, je pourrais pas apporter une réponse plus complète. Justement, tu parlais du documentaire d'Inox. Est-ce que, notamment par rapport au sujet que tu évoquais, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'un peu d'hypocrisie, faisant partie de la génération Z, il n'y a pas une sorte d'hypocrisie un peu de on veut beaucoup de virtuel, mais on dit qu'il faut du réel, comme tu l'expliquais par rapport aux réunions et autres, et même par rapport à ce que Inoxtag dit, c'est qu'il faut aussi faire beaucoup de contenu, mais à la fois qu'on s'éloigne de nos réseaux. Est-ce que du coup, ce paradoxe-là entre les deux, comment il faudrait le gérer, même que ce soit notre génération à nous ou les autres générations, comment on trouve un juste milieu entre ce virtuel réel et tout ce paradoxe un peu hypocrite qu'on monte sur les réseaux, justement, encore une fois en plus? C'est une super question et je l'adore, ce sujet du paradoxe et notamment le sujet du milieu. Est-ce qu'il existe vraiment un milieu? Parfois, c'est pas toujours facile de trouver le milieu. Je pense qu'on le recherche tous et que c'est vraiment compliqué du coup de réussir à trouver ce milieu. J'ai donné l'exemple assez concret, notamment avec le système que j'ai mis en place, tu vois, pour inhiber sur les réseaux sociaux. Ça, je pense qu'on peut mettre en place justement des actions, nous, justement, pour éviter d'être victime de ces paradoxes. Après, en vrai, c'est une très bonne question. Je t'avouerai qu'elle est tellement bonne que malheureusement, je n'aurai pas une réponse de sachant sur ce sujet. Mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, je valide le constat sur ce paradoxe et ces paradoxes autour de cette génération. Et je pense que justement, c'est un peu, si on essaye de donner un peu d'espoir, c'est un peu les sujets sur lesquels on va travailler. Et je pense que le documentaire d'Inoxtag, tu parlais, tu vois, un peu de... Je pense que c'est peut-être un moment clé et tu vois, une étape, une rupture qui va permettre d'éveiller des consciences et de pouvoir réveiller certaines choses. Et donc peut-être qu'on a un élément déclencheur aussi avec ce documentaire d'Inoxtag qui va peut-être permettre justement de pouvoir avoir du concret et des choses qui arrivent. C'était une bonne question. Merci Mathias. Bonjour, merci beaucoup parce qu'il t'a donné beaucoup d'informations et en fait il y a énormément de vérité dans ce que tu dis par rapport au clash. Je suis assez curieuse parce que tu indiques que tu n'es pas forcément à l'aise avec l'intergénérationnel. Pourquoi? Est-ce que tu pars du principe que votre génération n'a rien à apprendre des autres? Ça c'est un. Et deuxième question, est-ce que la vraie problématique c'est pas un sujet de savoir-être? Parce que vous avez effectivement identifié les problématiques et les autres générations sont moins à l'aise mais l'ont beaucoup plus subi en entreprise. Vous êtes beaucoup plus contre, mais in fine, est-ce que justement vous ne pourriez pas être un modèle de meilleur savoir-être pour justement améliorer les choses en entreprise? Super question. Pour répondre du coup sur la thématique de l'intergénérationnel, ce que je disais, c'est que pour moi, en fait, c'est des vraies dynamiques qui sont particulières et qui amènent en fait une spécialisation, une expertise particulière. Moi, je ne suis pas expert de l'intergénérationnel et de la façon dont tu fais justement pour, dans une entreprise, créer du dialogue et trouver des réunions. Moi, je suis là plutôt sur la première partie, qui est la partie d'inspiration, c'est de donner des éléments pour pouvoir construire derrière des dynamiques intergénérationnelles. Pour répondre ensuite à ta question, moi, je trouve en fait ce qui est difficile aussi avec les conférences que je fais sur la génération Z, c'est que je pense qu'il y a une question de momentum. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants. Aujourd'hui, quand j'ai arrivé dans mon entreprise, je ne connaissais pas le monde du travail. Et je trouve que ce qui est difficile à faire, c'est de ne pas tomber en effet dans ces biais quand on fait la présentation d'éléments qui sont liés plutôt au momentum, là, instantané de la génération Z, qui n'a pas de prêt sur le dos, qui n'a pas d'enfants, donc qui a moins de problématiques et moins de contraintes, qui fait qu'elle peut avoir un mode de fonctionnement aussi qui est dans ce sens. Et parfois, justement, tu parlais de la question du savoir-être, arriver en entreprise avec un savoir-être et une impertinence parfois, justement, qui est peut-être plus liée à son âge à cet instant T, plutôt qu'à son mode de fonctionnement profond et la façon dont elle va le faire après dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc sur la question du savoir-être, pour moi, la réponse, elle est vraiment sur le momentum avec ces stagiaires et ces alternants qui arrivent dans les entreprises, qui n'ont pas les codes et à qui peut-être aujourd'hui, c'est vrai, on demande peut-être les codes alors qu'ils ne les ont pas. Il y a l'alternance qui permet justement de plus en plus d'avoir des jeunes diplômés qui sortent et qui connaissent déjà ce que c'est le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, peut-être que l'alternance, c'est d'ailleurs un sujet qui est utilisé beaucoup par les jeunes pour justement rapidement en fait, découvrir ce que c'est le monde de l'entreprise. Quand ils arrivent, ils connaissent rien. Donc voilà un peu quelques petites pistes de réponse. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment complet, j'ai suffisamment bien répondu. Mais en tout cas, je valide aussi le constat. Merci. J'ai malheureusement pas pu tout entendre à cause du bruit, mais merci, j'ai entendu certaines choses. Je trouve ça intéressant et on pourra en reparler plus tard par rapport au code. En fait, la clé, en fait, c'est comprendre les codes. Et une fois qu'on a compris les codes, on améliore la communication orale, écrite et avec différentes populations, en fait. Voilà. Et je peux rajouter quelque chose, je peux donner un conseil. J'avais eu l'occasion avec Christian Marquis qui est là de faire une étude sur les aspirations sociétales et on avait croisé justement des regards et des attentes des jeunes de 18-25 ans avec des dirigeants de PME ETI.
Et ce qui était ressorti et ces codes que tu nous apprends depuis tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Et l'idée derrière, c'était de se dire, bah moi, dans mon entreprise, demain, je vais rentrer, je vais projeter tous ces codes, toutes ces informations, tous ces constats, et je vais faire parler les différentes générations entre elles, et justement pour qu'elles se comprennent mieux. Donc c'est peut-être déjà une clé pour essayer de les faire cohabiter ensemble en entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les personnes qui sont présentes ? En un mot, en fait, le projet d'entreprise, s'il existe vraiment et qu'il est partagé, c'est déjà une super clé pour faire travailler les générations entre elles, parce que ça fait un projet fédérateur auquel tout le monde adhère, puisqu'on est là, en fait, de toute façon. Et donc, ça fait vraiment un dénominateur commun qui permet de travailler, de discuter ensemble et d'échanger. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours quelque chose qu'on fait, notamment on parlait de l'intégration. Toutes les entreprises ne font pas forcément ça, c'est-à-dire de faire adhérer au projet de l'entreprise. Quand je disais la communauté, le sentiment d'appartenance avec l'entreprise, pour moi, c'est de faire corps avec les individus qui composent cette entreprise, mais de faire corps aussi avec le projet de l'entreprise. 100% d'accord. Merci. Donc, il nous reste 4 minutes. Je vais encore poser une question qui a été faite en ligne. Est-ce que l'on peut dire que la génération Z est plus intéressée par vivre des expériences que les générations les plus anciennes ? Et parce qu'on en vit depuis qu'on est tout petit, en vrai. C'est ça, on vit dans quelque chose, encore une fois, qui est très virtuel, très éphémère. On parlait tout à l'heure du documentaire d'Inoxtag, mais tous les contenus qu'on peut avoir à proximité. On est un peu la génération swipe, en fait. Si ça ne nous intéresse pas, on passe à autre chose. Donc je pense que c'est une des pistes d'explication de ce sujet-là. Et après, en même temps, quand on parlait du nouveau rapport au temps, moi j'aime bien, parce que des fois je suis un peu cynique, mais est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir du mal à se projeter dans le monde dans lequel on vit ? Problème de dérèglement climatique. Il pleut en ce moment beaucoup quand même, hein, vous ne trouvez pas ? Il fait chaud en l'été. Ensuite, du coup, il y a les guerres. La guerre en Ukraine, la guerre éventuellement Gaza en Israël. Tous ces éléments-là font que je pense que cette génération qui arrive sur le marché du travail à ce momentum-là, mais comme toutes les générations qui y sont, ont du mal aujourd'hui à se projeter en fait, sur plus long terme. Donc en fait, on est plus dans l'idée de se dire qu'est-ce qu'on va faire pendant les 6 prochains mois. Donc on est sur un système d'expérience, de projet, plutôt que de carrière. Je regarde s'il y a une dernière question dans les personnes qui sont là. Donc je vais poser la dernière qui a été posée en ligne. Avons-nous aussi tendance, les anciennes générations à vouloir les mêmes attentes que la génération Z ou adopter des comportements similaires ? Mais c'est bien, c'est que le rapport au travail change. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai présenté le mode de fonctionnement de la génération Z et pas les questions des attentes et des aspirations. Parce que les attentes et les aspirations, pour moi, c'est le nouveau rapport au travail qu'on a. Et tout le monde change. Après le Covid, il y en a plein qui ont décidé, quelle que soit leur génération, de partir sur des nouvelles aventures. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment cool. Merci. Donc ce sera bon, je crois. On va clôturer là-dessus. Écoute, merci beaucoup Mathias pour cette présentation. Merci pour votre écoute et vos questions très intéressantes. Merci beaucoup. Donc vous pourrez revoir cette présentation en ligne sur le site de l'événement. Et sachez aussi que BPI France Université propose plus de 500 formations en ligne pour le développement justement des entreprises PME et ETI. Donc vous pouvez y aller, c'est gratuit et sur inscription. Merci beaucoup. Merci beaucoup.